Voilà, on a eu déjà pas mal d'échanges aujourd'hui. On a déjà évoqué pas mal de sujets. Donc, construire durable. Une question à chacun d'entre vous. Quel est aujourd'hui votre principal défi? Et Monsieur Marchal, je commence avec vous. Alors bonjour à tous. Principal défi, oui. Alors il y a déjà beaucoup de choses qui ont été abordées ce matin. Principal défi, c'est le levier du foncier, principalement pour nous. Effectivement, dans le développement et la construction, donc sans foncier, on pourra pas construire. Donc voilà, aujourd'hui notre levier, c'est le foncier. D'accord. Monsieur Chailloux. Bonjour. Moi, je parlerai le fait de sécuriser des opérations qui sont soutenables sur le long terme, dans le fait de concilier les exigences environnementales, la maîtrise des coûts et puis cette notion de durabilité pour concevoir des projets forcément durables. Dans un cadre réglementaire qui a été renforcé par l'arrivée de la RE 2020 depuis ces dernières années, dans l'objectif de plus ou de pas l'avoir comme une contrainte, mais plutôt comme une opportunité. Ok, Monsieur de Crozet. Alors, pour un architecte, je pense que le principal défi, c'est de remplir la moitié du verre qui reste vide après ce que vous avez évoqué. C'est-à-dire qu'il y a la moitié du verre avec les règles et le carcan réglementaire dans lequel on vit, et l'architecte, il se doit de remplir l'autre moitié pour rendre le breuvage désirable et buvable. Donc voilà, c'est dans un contexte extrêmement contraint, continuer à faire de l'architecture, parce que la finalité, c'est quand même faire de l'architecture et créer des lieux de vie qui soient beaux, agréables pour les futurs habitants et ils ne sont pas faits uniquement pour répondre à des normes et à des règles. Merci. Et je termine avec vous, Monsieur Lanoé. Bonjour. Donc moi, le principal défi en chantier, c'est d'arriver à construire scrupuleusement ce qui a été défini dans le cadre du marché, sans dévaluer tous les critères actuels de RE 2020 et développement durable, parce que effectivement toutes les variantes qui peuvent être amenées dans le cadre du projet peuvent dévaluer tous ces critères. Merci. Alors évidemment, on ne peut pas parler des contraintes et des défis sans évoquer la RE 2020. Elle a déjà été citée quelques fois. On ne parle plus seulement d'isoler les bâtiments, on parle aussi de réduire l'empreinte carbone de chaque matériau et surtout sur toute sa durée de vie. Alors Monsieur Chailloux, je viens vers vous. Quel est l'impact de cette norme sur vos décisions d'investissement ? Alors, déjà, ça a un impact forcément sur nos investissements d'un point de vue du prix de revient de l'opération, des coûts de construction qui sont associés, mais c'est plus généralement un contexte global depuis ces 5-10 dernières années où on voit apparaître en plus de la réglementation environnementale d'autres réglementations, la réglementation PMR, la réglementation incendie, la réglementation acoustique, couplée à de l'inflation sur les matières premières et puis à une notion de main-d'œuvre de la part des entreprises. On a des seuils au niveau de la réglementation environnementale, donc notamment les seuils 2028 et supérieurs qui deviennent là très sensibles sur les opérations en termes de coûts d'investissement toujours. Et puis on peut parler des solutions environnementales qui sont en train de s'améliorer continuellement. Donc on parle beaucoup de fiches FDES sur lesquelles on va venir s'appuyer pour faire justement un bâtiment et ce qui devienne durable, notamment sur la partie carbone. Et puis parler forcément d'une équipe. Maintenant, on est obligé de se faire entourer d'une équipe pluridisciplinaire. Donc je remercie l'équipe qui est présente à côté de moi sur ce beau projet Georges Sand, donc dans le quartier des Bruyères. Donc là, vous voyez apparaître effectivement l'axonométrie du projet. Donc 123 logements, 6 bâtiments. Et c'est une nouvelle méthode de fonctionner où on réfléchit maintenant sur l'analyse du cycle de vie, donc avec l'ACV, et puis des outils qui sont dédiés, notamment des outils numériques. Donc là, il a été utilisé sur cette opération le BIM. Donc s'il y a des questions plus précises, peut-être que l'équipe de maîtrise d'œuvre Roland Associés sera plus à même de vous en parler.
Et puis derrière, il ne faut pas oublier la finalité, qui est les occupants de la résidence, les futurs usagers, où on va venir créer via cette construction durable, donc sur les différentes thématiques qu'elle représente, biodiversité, énergie, carbone, mobilité, ressources. On va venir créer ce qu'on appelle de la valeur verte en fait. C'est toutes les économies d'énergie et toute la maîtrise des charges qu'on va pouvoir y associer. Alors je me tourne vers vous, Monsieur de Crozet. Vous avez parlé de cette partie du verre qu'il faut remplir. Où se situe encore aujourd'hui votre liberté d'architecte et comment fait-on pour ne pas avoir les mêmes projets qui émergent partout et avoir justement cette attractivité pour les habitants qui n'ont pas l'impression d'habiter dans le même immeuble que leurs voisins? Alors, le métier de l'architecte, c'est un métier de contrainte finalement. Et je ne parle même pas de la RE 2020. Il y a des contraintes topographiques, des contraintes de site, des contraintes de programmation, des contraintes financières. Donc finalement, les contraintes que l'on a, c'est la matière première sur laquelle on base la réflexion. Alors moi, j'ai travaillé en Asie. En Asie, on n'avait pas de contraintes. Et ça a un côté, ça fait rêver. Mais finalement, au bout d'un moment, on s'épuise parce que on a du mal à se renouveler aussi. Donc c'est un métier de contrainte. Néanmoins, aujourd'hui, on arrive à un niveau de contrainte, je pense, contraintes économiques, réglementaires, normatives, qui sont très pesantes. Et moi, j'aimerais avoir dans les contraintes qu'on nous donne, des contraintes plutôt incitatives, alors qu'elles sont coercitives aujourd'hui. Quel architecte n'a pas reçu un courrier de la DDT l'informant d'une inspection après un chantier, avec une liste des risques que l'on encourt au pénal, etc., etc. Donc évidemment, il y a des très fortes contraintes. Après, par exemple, le projet dont on parle de la RE 2020, niveau 2025, on parlait de la volonté de faire de la construction hors site, de faire d'intégrer un niveau de préfabrication assez élevé dans le cadre du projet. Donc ça a été la matière première sur laquelle on s'est appuyé au-delà de l'analyse urbaine et de l'analyse du site pour concevoir le projet. Donc le projet, il est conçu, on a 3 bâtiments qui sont 3 plots identiques qui font environ 27 logements chacun, posés sur un parking en socle. Donc on a évité d'enterrer le parking, ça pèse financièrement sur le projet. Les étages sont superposés, les bâtiments sont répétitifs et c'est ce qui permet finalement d'intégrer la préfabrication, d'avoir du béton préfabriqué en façade, d'avoir des murs mob, fob en façade qui sont aussi préfabriqués, posés sur site, une qualité d'exécution, une performance énergétique. Donc c'est aussi en s'appuyant sur ces sujets qu'on répond de façon spécifique pour chaque site. Donc à charge pour les architectes de ne pas uniformiser. Vous avez de la demande de la part des mairies, des communes, de faire quelque chose de différent des autres, ou c'est quelque chose qui n'entre pas trop en ligne de compte? Ah si, il y a toujours cette volonté. De toutes les façons, on le voit bien dans l'exercice du concours. On rendait en général des panneaux à 0. L'affichage des panneaux, c'est meurtrier, quoi. Ça va assez vite, quoi. Le regard est immanquablement attiré par les projets dont l'architecture apporte, en tout cas, est séduisante. Donc c'est évidemment, ça reste quand même l'enjeu principal. Mais c'est la capacité de l'architecte à intégrer un nombre de données croissantes et de règles assez contraignantes, tout en, comme je disais tout à l'heure, rendant le breuvage séduisant et désirable, quoi. Alors, il y a l'image, évidemment, et puis il y a l'exécution. Donc, je me tourne vers vous, Monsieur Lanoé. On voit émerger pas mal de nouveaux matériaux, plus décarbonés, plus naturels. Alors, comment est-ce qu'on est certain aujourd'hui de la pérennité de ces matériaux, de l'éventuelle sinistralité qui pourrait subvenir dans les prochaines années? Donc, est-ce qu'on a déjà un regard sur le futur de ces matériaux? Comme le disait Robin il y a peu de temps, on est une équipe, donc on s'appuie effectivement sur tous les acteurs du chantier, que ce soit la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre, les bureaux de contrôle, les entreprises, leur expertise, pour justement aller au-devant de ces problèmes-là. Malgré le fait que, comme je le disais juste avant, on est quand même sur un programme qui est bouclé par avance. Il faut qu'il soit bouclé par avance
parce qu'on n'a plus tellement de leviers accessibles pendant le chantier pour réagir. Il peut y avoir des variantes, mais il faut qu'ils restent à la marge. Ok, alors je reviens vers vous, Monsieur Marchal. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'on avait jusqu'ici, alors peut-être pas jusqu'ici, mais jusqu'à quelques années, peut-être un cloisonnement et peut-être chaque métier qui regardait son petit terrain et un fonctionnement en silo, et qu'aujourd'hui ce n'est plus possible de travailler comme ça? Non, absolument. On travaille plus du tout en silo. Ça a été dit à plusieurs reprises. On travaille ensemble et comme Robin le disait, on travaille en équipage de maîtrise d'œuvre. La maîtrise d'ouvrage construit le projet, le programme. Construit son programme, ça c'est primordial. Et ensuite, on consulte la maîtrise d'œuvre en équipage. Donc on a les architectes, les bureaux d'études, différents bureaux d'études. On a de plus en plus aussi, on intègre les écologues aussi dans nos projets de construction, puisque c'est vraiment très important en amont de traiter les sujets de biodiversité dans sa globalité. Et puis ensuite on travaille ensemble avec les entreprises qu'on va consulter, qu'on va missionner. On a aussi tous les bureaux d'études annexes, les études de sol, les bureaux de contrôle, les coordonnateurs sécurité, qui nous accompagnent dans ce projet. Donc on n'est pas tout seul. Bien évidemment, on est le maître d'ouvrage, on commande le projet, mais pour autant, voilà, c'est fait de la main de l'homme, ces projets-là. Et comme ça a été rappelé aussi tout à l'heure, ce sont des projets qui sont uniques, donc c'est fabriqué, on préfabrique pas, même si on va peut-être un petit peu en parler sur les solutions un petit peu nouvelles de hors site, mais ça c'est Robin qui va peut-être en parler ensuite. Ouais, on peut lui donner la parole. Oui, ça reste le hors-site reste une solution, un modèle qui est en train de se structurer encore plus avec des filières qui apparaissent d'un point de vue, sur la région, mais aussi sur l'échelle nationale. Et c'est un enjeu qui nous permet, qui présente de nombreux avantages. Après, il y a forcément la question de la qualité architecturale, où effectivement, c'est là où il ne faut pas la perdre, parce que la réglementation environnementale vient récompenser en fait des projets qui sont qualifiés simples, je dirais, cohérents, mais surtout anticipés. Et d'où l'intérêt, dès les premières phases d'études, de choisir le mode constructif en fait, dès le départ. Et cette préfabrication, l'industrialisation, en tout cas la massification du procédé hors site, permet cet avantage-là. C'est-à-dire d'atteindre plus facilement certains seuils de la réglementation environnementale, mais aussi dans l'analyse du cycle de vie. Bien. Est-ce qu'on peut dire que c'est votre levier prioritaire pour les 5 prochaines années ? C'est un des leviers et j'en aurai un autre. Voilà, mais je vais vous poser la question, parce que je vais poser la question à chacun d'entre vous. C'est quoi votre levier prioritaire pour les 5 prochaines années ? Ce serait plutôt la construction frugale. Pas forcément de parler de technologie. Et quand j'entends technologie, c'est cette question de suréquipement des logements ou des bâtiments, mais plutôt concevoir sur des aspects plutôt bioclimatiques, en tout cas passifs, pour atteindre plus facilement, encore une fois, l'ACV, l'analyse du cycle de vie, et puis les différents seuils de la réglementation environnementale. Merci, Monsieur Marchal. Votre levier ? Moi, le levier, il est assez classique. En fait, c'est le triptyque coût, qualité, délai. En fait, le coût, parce qu'on a un respect des coûts de nos opérations. On a vu les investissements qui sont assez importants, et on sait qu'une opération, elle met du temps à être conçue, elle met un certain temps à être réalisée. Donc c'est de rester dans ce budget, le budget alloué, puisqu'on a vu que les financements étaient quand même assez de plus en plus difficiles à mettre en place. Donc quand on sort les opérations, c'est de respecter ce coût. Bien évidemment, la qualité de nos opérations, on a un cahier des charges qu'on a mis à jour encore à la fin de l'année dernière, donc qui est assez élevé, et donc c'est ce respect de cahier des charges, et puis d'être dans les délais, de respecter nos délais de conception et de réalisation, parce que tout retard entraîne une perte de recettes locatives pour l'office, et on l'a vu, c'est notre seule ressource. Donc c'est veiller à ce qu'on soit dans les temps à partir du moment où on a lancé notre ordre de service. Merci.
Monsieur de Crozet, votre levier? Alors, je ne sais pas si j'ai un levier, mais j'ai un souhait peut-être. En tout cas, ou une envie. L'envie, c'est de ne pas oublier ce pourquoi on fait les choses. Parce qu'on on le dit depuis le début, il y a un carcan réglementaire qui est assez mouvant aussi, alors que les projets durent relativement longtemps. Enfin, il faut un certain temps pour les voir émerger. Et donc, voilà, l'envie, c'est de garder à l'esprit que l'on construit des bâtiments pour leurs occupants, pour la qualité de ces logements, la qualité de ces opérations, leur inscription dans le temps, dans la ville. Il ne faut pas oublier qu'on travaille dans une échelle de temps qui n'est pas la nôtre, finalement. Et c'est d'ailleurs aussi ce qui est extrêmement gratifiant dans nos métiers, c'est que on construit des bâtiments qui vont nous survivre, pour certains en tout cas. Et donc on a une responsabilité lourde, et c'est pas juste répondre à une norme pour répondre à une norme. Et aujourd'hui, l'empilement des normes et des réglementations renvoie à des équations parfois impossibles à résoudre. Les unes se contredisent avec les autres, et c'est pour ça que ces normes, moi j'aimerais qu'elles soient incitatives. On les change pas forcément, mais on a toutes nos normes, et finalement on pourrait, quand on fait des logements étudiants, la performance énergétique, en tout cas, vous voyez, l'idée d'avoir chaud dans son logement quand on est étudiant, franchement, c'est pas le sujet le plus important. Pour les personnes âgées, c'est beaucoup plus important. L'accessibilité handicapée, c'est beaucoup plus important. En tout cas, l'évolutivité des logements. En fonction donc voilà, de l'âge de vie. On conçoive intelligemment pour ceux pour qui on conçoit les choses, et je pense que ça rendrait les projets un peu plus intelligents finalement. Et voilà, un souhait, si j'en ai un, ce serait celui-ci. Monsieur Lanoé? Moi, je dirais que face à l'augmentation de la technicité qu'on peut avoir sur les chantiers, et parfois le temps qui peut être consacré par les entreprises ou les bureaux d'études sur chaque opération, ce qui est important, c'est de garder l'esprit d'équipe justement, et de pouvoir se concerter et prendre des décisions collectives pour continuer à avancer face aux nouvelles réglementations. Merci. Alors, j'aime bien terminer par une note optimiste. Donc, dans la table ronde précédente, on a vu qu'il y avait encore des projets malgré les contraintes. Ici, on est dans l'exécution. Donc, on a quand même pas mal d'entreprises du secteur du bâtiment qui sont présentes. C'est leur avenir, c'est leur futur. Être là, répondre à des appels d'offres, faire des projets, changer les matériaux qu'ils utilisent. Donc, voilà, je voudrais que chacun d'entre vous, peut-être, termine par une note optimiste pour toutes ces entreprises qui seront là pour construire vos projets demain. Je vais démarrer. Je vous laisse démarrer. Écoutez, note optimiste, oui, c'est vrai ça a été rappelé tout à l'heure, on est dans un contexte un petit peu compliqué, mais on l'a rappelé, ça a été dit tout à l'heure, on est un office qui est solide, avec un projet à 10 ans de construire 1600 logements. Alors, je parle pour la partie neuve qui me concerne, et j'ai ma collègue réhabilitation qui est là-bas, qui a également des beaux projets. Donc on a également on a du potentiel de constructibilité. Donc je le disais tout à l'heure, le levier c'est le foncier. Donc ça passe par le développement, trouver du foncier, et puis sur des opérations, avec l'équipe développement, on se gratte un petit peu la tête aussi sur les projets de surélévation, de densification, de requalification aussi, acquisition, amélioration, dans les quartiers de la métropole. Donc moi je suis très optimiste, et puis parce on se donne les moyens de faire. Quelqu'un veut ajouter quelque chose? Monsieur Crozet. Moi, une note optimiste. En fait, effectivement, les années 60-70, il y avait un besoin de quantité de logements, production de logements. D'ailleurs, quand on voit l'étalement des villes et le développement des villes, c'est impressionnant sur les fonds photographiques aériens. Aujourd'hui,
ce vers quoi nous emmènent les différentes réglementations, dont la RE 2020, c'est en fait justement des projets sur mesure. Et on n'est plus du tout dans un effet de quantité, et donc ça a renvoyé aussi à des modes constructifs extrêmement variés. Le béton était il y a quelques années, vous voyez, un réflexe quasiment. Aujourd'hui, on construit en bois, en pierre, en métal. En fait, ça a ouvert le champ des possibles pour les architectes, pour les maîtrises d'ouvrage, pour les entreprises. Et donc, finalement, il y a énormément de choses qui sont possibles. Et il y a plein de façons d'imaginer l'avenir et d'innover dans ce genre de situation. Merci. Alors moi j'ai aussi ma vision optimiste pour conclure. On a préparé la conclusion hier avec Robin. Alors on ne l'a peut-être pas dit comme ça, mais aujourd'hui on peut peut-être aussi se dire qu'on a déconstruit 3 grands mythes qui sont que construire bas carbone ne coûte pas forcément plus cher, que non, la RE 2020 n'empêche pas de faire des projets attractifs. C'est vraiment votre souhait, et que les nouveaux matériaux ne sont pas spécialement un retour en arrière technique, et que c'est même tout le contraire. Ce qu'on voit, c'est qu'en fait la partition a changé, et que pour que cette nouvelle musique fonctionne, eh bien l'essentiel n'est pas seulement la qualité des instruments, mais la façon dont vous allez tous jouer ensemble. Parce que finalement, construire durable et innovant, eh bien, c'est avant tout une question d'orchestration entre le bailleur qui donne le cap, l'architecte qui donne le ton et le constructeur qui donne le tempo. Et quand tout s'aligne, ce n'est plus une contrainte, mais bien une œuvre collective qui prend forme. Eh bien, je suis scotchée du silence qu'il y a eu dans la salle. Je vous avoue que c'est assez rare. C'est assez rare. Souvent, on a des petits bruits. Là, c'était vraiment... vous étiez passionnant, comme je l'ai déjà dit. Et je vais conclure tout doucement. Voilà, je vais remercier Le Mans Métropole Habitat pour cette belle matinée. Je crois qu'il était riche en enseignements. Je vais remercier tous les intervenants. Je ne vais pas tous les citer. Vous, les partenaires, les architectes, les bureaux d'études, les sociétés du bâtiment. Et puis un événement, ce n'est pas un événement sans vous, le public, donc merci d'avoir participé. Et un événement, ça ne se passe pas non plus sans les petites fourmis qu'on ne voit pas mais qui travaillent. Donc merci Johan, merci Nina et merci Lou pour tout ce qui était images et son. C'est important de les remercier aussi.